Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve en matinale, la troisième matinale depuis la rentrée avec des invités exceptionnels puisque nous avons avec nous Emilien. Bonjour Emilien. Bonjour Martin. Et puis nous avons Annabelle. Bonjour Annabelle. Salut Martin. L'équipe, une partie de l'équipe, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait une quinzaine de personnes, une partie de l'équipe de Tribuo. On va vous parler de jeux de société dans cette matinale avec nos invités exceptionnels. Et on va vous parler plus particulièrement des jeux qui sont publiés, qui sont édités par Tribuo, distribués, j'y arrive, ne vous inquiétez pas, distribués par Tribuo, puisque nous recevons un distributeur ce matin. Vous savez qu'il y a plein de métiers dans le monde du jeu, les auteurs en reçoivent beaucoup au chalet, des éditeurs on en reçoit souvent au chalet aussi, et des distributeurs c'est un peu plus rare, mais ça arrive quand même, et il y en a quelques-uns d'ailleurs ce mois-ci qui vont passer pour vous présenter les jeux qu'ils n'éditent pas forcément, parfois un peu, parfois il y a du travail qui sont faits sur les jeux, et il y a plein de choses à vous raconter dans cette matinale. Vous le voyez, notre menu comme d'habitude, on va vous parler de nos invités, c'est la première rubrique, on reviendra sur quelques classiques de Tribuo pour vous situer de qui il s'agit exactement, et ce sera le cœur de l'émission évidemment, les nouveautés, les nouveaux jeux à venir, ceux sur lesquels nous avons tourné des vidéos hier. On a tourné 3 petites vidéos ensemble, et ça sera, on revient dessus juste après, mais suite, First Rat et au bout des doigts, du bout des doigts, c'est ça ? Du bout des doigts, exactement. Des jeux qu'on a présentés ensemble, dont on vous a peut-être parlé pour certains d'entre eux. Ça arrive en cette fin d'année, mais on ira au-delà. Je n'ai pas de compteur de scoops comme on l'a fait à Valménier, mais en vrai, on a des scoops, des jeux dont personne n'a entendu parler. Ils sont là, on les a cachés pour l'instant. C'est pour la fin de cette émission. Il y aura des révélations de nouveaux jeux que vous allez découvrir. Il y a vraiment des choses à raconter. Moi, je ne les connaissais pas du tout. Je suis très, très curieux de la fin de cette émission. Restez bien jusqu'au bout. La fin de cette émission va vous surprendre. On dit ça, hein, des fois, c'est pour que les gens il faut le redire régulièrement pendant l'émission. On va vous présenter pour commencer, puisque alors je pense que pas mal de monde connaît Annabelle. Annabelle, tu travailles donc chez Tribuo depuis un petit moment, puis c'est souvent toi qu'on croise sur les salons. C'est vrai, je suis responsable communication événementielle chez Tribuo. Donc vous me croisez sur les salons, vous avez pu me voir peut-être à PEL. Et donc je m'occupe de toute la communication autour des jeux, de la société Tribuo et l'organisation événementielle aux côtés de Charline, que je salue. Salut Charline. Qui a rejoint l'équipe Tribuo en janvier et qui fait un gros boulot sur la présence de Tribuo à travers la France. Voilà. Et sur le chat, Rachel nous dit on connaît et on aime Annabelle. Par contre, tu 2 N à Annabelle, Rachel. Hein, tu le sauras. C'est pas bien grave. Si je peux le tacler. Rachel, ça me fait plaisir. Merci à tous ceux qui nous suivent sur le chat et qui commandent cette émission. Je vois beaucoup parler de First Rat. Pour l'instant, je lis vos commentaires parce que beaucoup de monde écoute cette émission plus qu'ils ne la regardent. Donc souvent, les gens n'ont pas accès aux commentaires, notamment sur le replay. C'est-à-dire qu'on a besoin de vous lire les commentaires pour que les gens sachent pour que les gens aient l'idée de ce dont on est en train de parler. Et First Rat, je le vois énormément cité. Rachel nous dit, je n'ai pas joué à First Rat, honte à moi. C'est exceptionnel que Rachel n'ait pas joué à un jeu, hein. Sachez-le, c'est vraiment, elle joue tellement à tout, c'est fou ça. Et mais bientôt. Par contre, un peu plus bas, je dis que Lapindixit a tellement aimé First Rat et qu'il l'a acheté en anglais, il n'a pas attendu. On vous parle de ce jeu un tout petit peu après, effectivement, ça fait partie des grosses sorties de cette année, parce qu'il est déjà sorti. Hein, oui, il est sorti le 20 juin, on va le ramener à Vichy. Hein. Oui, je pense que oui, il est connu déjà ce jeu-là. Oui, on pourra le tester. Emilien, tu fais pas la même chose, toi, chez Tribuo? Pas tout à fait, non. Moi, c'est Emilien. Sans accent. Bonjour Emilien. Emilien, a priori. Je travaille à l'éditorial chez Tribuo, donc je suis en responsable de tout ce qui est sourcing des jeux, localisation, travail avec les éditeurs, tout ça. Globalement, c'est moi qui chouchoute les jeux avant qu'ils puissent sortir sur le marché. Donc il y a plein d'aspects en fait, parce que là on parle d'éditorial, mais on parle d'un distributeur. Quand on parle d'éditorial pour un éditeur, ça signifie souvent que il a fabriqué le jeu d'une certaine manière, il a contacté les usines, il a contacté l'illustrateur, il a agencé aussi tout ce qui est ergonomie du jeu, ce qui est absolument essentiel. Moi je suis très très attaché aux dessinateurs, donc c'est pas moi qui vais vous dire que les dessins ne sont pas importants, mais souvent en tant que joueur, si l'ergonomie est ratée, j'ai du mal à jouer. Si les dessins sont ratés, j'ai moins de plaisir. C'est pas tout à fait la même chose. Oui. Et donc c'est des aspects qui sont essentiels. Mais ça, c'est pas forcément ce que vous faites chez Tribuo. Vous avez des localisations, vous retravaillez le graphisme et les jeux, ça arrive ? Chaque projet est assez unique finalement.
Dans le métier de l'éditorial chez un distributeur, ça va consister beaucoup tout ce qui est sourcing, en fait, comme peut faire un éditeur avec des auteurs de jeux, mais cette fois-ci avec d'autres éditeurs internationaux. Aller chercher des jeux qui n'existent pas en France, essayer d'évaluer à quel point ils sont intéressants dans le marché français ou pas. Ça, c'est un gros boulot. Ouais, un gros boulot. Et dans ces étapes-là, d'ailleurs, on prend en compte souvent les illustrations, l'ergonomie, etc. Ça peut être pour un distributeur des critères, là où pour un éditeur, ce n'est pas forcément. Parce que tu vas adapter, bien sûr. Mais en tout cas, chaque projet est assez unique et une fois qu'on a décidé de faire un jeu, il y a tout un travail pour l'adapter au marché français. Donc pour certains jeux, c'est assez direct, assez facile, où on a juste à traduire la règle globalement et de la mettre sur la nouvelle boîte. Mais il y a des jeux pour lesquels, en fait, en tant que distributeur, on a envie d'avoir quelque chose qui soit plus en raccord par rapport à ce qui se fait dans le pays en question. Ça va être peut-être retravailler le visuel de la boîte, retravailler une partie du matériel, voire refaire des illustrations dans certains cas, par exemple Packet Chips. Mais oui, c'est vrai. On va en parler justement, tiens, j'enchaîne avec la rubrique suivante, puisqu'on a commencé à en parler, c'est très important aussi. Vous avez des grands classiques et Packet Chips, c'est peut-être... c'est la plus grosse vente de Tribuo, Packet Chips. Je crois que c'est 2 pommes 3 pains quand maintenant. même. Ah, ça a changé, ça y est, 2 pommes 3 pains, à ce point-là. C'est fou le succès de 2 pommes 3 pains, voilà. Les 2 gros succès de Tribuo, on les a évoqués. Packet Chips, donc c'est peut-être le jeu qui vous a fait connaître au début, parce que c'était au lancement. Il est sorti en mai 2022, et puis voilà, on était tout jeunes encore. Et ça nous a vraiment lancé, oui. Donc un jeu de Théo Rivière illustré par Erwin. Pas que de Théo Rivière, il y a Mathieu Aubert et Mathieu Aubert, bien sûr. Donc 2 auteurs sur ce jeu, un jeu très simple qui avait déjà eu une carrière internationale parce qu'il était sorti, si je ne me trompe pas, chez Mixlore, quelque chose comme ça. Exactement. Et donc à l'étranger, ce jeu avait bien marché, mais la question de se poser de comment le distribuer en France, il a été proposé... alors Mixlore, c'est dans la galaxie Asmodée. Oui. Donc c'est un jeu Asmodée techniquement. C'est un jeu Asmodée, il a été proposé à Asmodée naturellement, mais ils n'ont pas souhaité le faire en version française. Et quand on vous l'a proposé à vous, non seulement vous l'avez fait, mais vous l'avez revu complètement. C'est ça. En fait, pour ceux qui connaissent, le paquet international, c'était une espèce de paquet rouge ou bleu avec des chips qui étaient très typiques, plutôt nord-américains, ce genre de choses. Parce que les couleurs des chips ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Ouais. Et donc sur ce jeu, effectivement, il y a eu un travail de localisation fort qui a été réalisé du coup par Erwin et Clément à l'époque. Ouais. Et pour avoir en fait le visuel qu'on a aujourd'hui en France et qui, je pense, a été aussi vecteur du succès du jeu quelque part. Ah bah complètement, oui, puis ça a été un raz-de-marée. Je crois même que ça a rouspété chez Asmodée. Je crois, ça c'est moi qui le dis, hein. C'est les informations qui sont prises avec des pincettes, mais bon, trouver forcément un jeu qu'on possède à la base et qui se retrouve chez un autre distributeur, ça doit être particulier, j'imagine en tout cas. Je me projette vis-à-vis de ça. Ça, c'est votre premier succès spectaculaire, puisque forcément ça place aussi un distributeur en sachant que quand même, là, on a parlé de 2 classiques Tribuo, donc distribués par Tribuo, mais il y en a des tonnes d'autres dans la mesure où vous distribuez de manière générale les jeux du groupe Blue Orange. Tous les jeux du groupe Blue Orange. Donc notamment les jeux Blue Orange, Taco Chat, King Domino, etc. Ouais, on distribue Macaca Édition aussi, les BD. Et aussi, on a beaucoup de succès avec notre gamme de jeux d'enquête Hidden Games et les Cluebox. Les Cluebox, Ouais, les Cluebox, des petits jeux d'enquête en fait. En bois, des casse-têtes en bois. Ah, c'est pas du tout de. Voilà, comme moi j'étais sur autre chose, je confonds. Ok, des cassettes en bois. C'est une boîte à énigmes en fait, où tu as un cube, ou pas forcément un cube, mais où tu as différentes phases, tu as des énigmes à résoudre, à manipuler l'objet en fait, pour essayer de l'ouvrir un peu en mode, pas escape game, mais beaucoup casse-tête. Et il y a d'ailleurs une nouvelle gamme qui est sortie il n'y a pas longtemps dans cette idée-là, qui s'appelle les Clue Puzzle, et cette fois-ci en fait ça mêle à la fois des mécaniques de Cluebox classique avec des casse-têtes, des énigmes à résoudre, etc., mais aussi un puzzle à résoudre directement sur l'objet. D'accord, donc alors je ne sais pas si je montre ce site-là, parce que montrer des sites commerciaux après les boutiques râlent, hein, si on montre un site de vente. Ça c'est le site de l'éditeur. Ça c'est le site de l'éditeur, voilà. On peut montrer. Ok, hop, comme ça. Personne ne râlera, à raison, hein, on peut râler à raison, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Hop, je vous montre un petit peu ces fameux casse-têtes en 3D, j'avais pas l'image de ce que c'est, je crois que j'en ai jamais manipulé. Je serais assez curieux d'en découvrir, ouais, ça a l'air chouette, hein, dis donc. Là on voit la caméra au-dessus, qui a son petit trépied, etc., et où il y a une grille à faire parcourir, il y a un système de balancier, etc. Donc ça c'est vraiment la gamme Cluebox avec les cubes, j'ai envie de dire, en bois, mais plus trop une forme de cube au bout d'un certain moment.
Donc ça, on peut les trouver. Là, je suis sur le site de l'éditeur qui vend également. Mais vous pouvez les trouver en boutique. ludique. Ouais. Exactement, en passant par Tribuo, pour les boutiques qui veulent s'équiper de ce genre de choses. Mais moi, ça, c'est un super cadeau. En réalité. C'est génial. Là, le but, c'est de réussir à les ouvrir, c'est ça? Oui. Et on peut même mettre un petit objet à l'intérieur. Ouais. Une bague de fiançailles, un billet. Si tu veux jamais te marier, tu peux. Je suis très, très curieux d'essayer ça. Il me semble que Fabien Olicard en avait résolu une paire. Il a fait beaucoup de vidéos à ce sujet. Ouais. Et puis elles sont de niveaux de difficulté différents. Donc ça, c'est bien aussi. C'est trop bien les Clubbox. En arrière, tu vois qu'il y a aussi la gamme avec les puzzles. La pyramide aztèque. Ça, c'est un puzzle? Ouais, en fait, c'est un puzzle et une Clubbox en même temps. En gros, tu fais les puzzles des différentes faces. Et le fait de faire les puzzles te donne les indices et les éléments d'énigme pour pouvoir en fait avancer dans la résolution de la pyramide. Waouh, mais moi voilà, il faut que je découvre ça et il faut qu'on vous le fasse découvrir parce que là clairement je ne connaissais pas, on passe à côté de certaines choses. Et ça a eu du succès tout de suite chez Tribuo, mais vraiment c'est incroyable. On a dit tout à l'heure que le plus gros succès de Tribuo, c'était peut-être 2 pommes 3 pains, un jeu qui est publié par Pretex, qui a rencontré un succès, un raz-de-marée, franchement, parce qu'il s'est vendu énormément. On l'a vu, nous, quand on a fait les classements, les tops des boutiques ludiques, on a retrouvé du 2 pommes 3 pains en tête des ventes. J'ai dit ça, mais en réalité, il y a d'autres jeux qui, chez Blue Orange, est-ce que le plus gros succès, c'est pas Taco 4, finalement? Oui. Ah oui. En France, c'est à l'international, Taco 4... même encore plus à l'international en proportion. Pour Blue Orange, c'est un énorme succès, un énorme raz-de-marée dans certains pays. Je pense notamment au UK. Mais Tribuo, c'est français uniquement? Oui. C'est un distributeur que en France. Oui. Mais du coup, le succès de Taco Chat se retrouve aussi en France, clairement. Oui. Donc Taco Chat en France, effectivement Taco 4 c'est à l'international, King Domino évidemment dans les grands succès Blue Orange et puis toute cette gamme de jeux enfants. Vous avez une particularité quand même chez Tribuo quand vous diffusez les jeux sur les jeux enfants, c'est un secteur qui est important pour vous, Annabelle. Oui, tout à fait, mais comme on le disait, on distribue quasiment la totalité du catalogue Blue Orange, donc qui est un catalogue de jeux enfants-famille, donc ça fait partie d'une grande partie de ce qu'on distribue. Ouais, et effectivement, les jeux enfants sont très importants pour nous. Pour Blue Orange, dans la mesure où ils ont reçu quelques prix sur les jeux enfants dans ces dernières années, il y a eu plusieurs as d'or de suite, si je me souviens bien d'ailleurs. Bubble Stories en 2022, il y a eu Dragomino, je crois. Et puis... j'ai eu Mr. Fox aussi. Monsieur Renard, Maître Renard. En français. En français, qui a remporté également un vrai gros succès. Et chez Tribuo, vous avez aussi on va en parler tout à l'heure, il y a aussi des jeux enfants qui sont dans le catalogue qui ne sont pas Blue Orange. Oui, comme Mimi Monstre, par exemple. Oui, qui est déjà sorti. Oui. Voilà. Qui est un jeu qui mêle à la fois jeu d'essai de famille et un peu memory, etc. Vraiment un jeu pour les tout petits avec des petits monstres tout mignons. Oui, dont on doit reconstituer les paires. Enfin, on doit faire des paires. C'est encore plus simple que le jeu de cette famille. Ouais, c'est vrai. Voilà, pour resituer un petit peu les grands classiques de Tribuo. Mais là, on va s'attarder sur les jeux qui sortent en ce moment, sur cette fin d'année. Le premier d'entre eux, il est déjà disponible en boutique. Vous m'avez dit depuis quoi? Juin, c'est ça? Oui, le 20 juin. Depuis le 20 juin, il est là, juste derrière nous. Vous en avez déjà entendu parler sur le chat et vous voulez savoir ce dont il s'agit. Alors ça tombe bien, nous avons tourné des vidéos sur les 3 jeux qu'on va vous présenter. On les a tournés hier, le temps de les monter... Claquement de doigts, évidemment. 5 minutes à peu près. À peu près, c'est plutôt une journée par jeu, mais bon. Le temps de les monter, on vous les diffuse, celui-ci le plus rapidement possible, puisqu'il est déjà disponible en boutique. Mais voici une première présentation de ce jeu. On est sur un jeu initié, on n'est pas sur de l'expert, je pense pas. Non, pas du tout de l'expert. On est un peu sur cette limite famille initiée, parce qu'en termes de règles, ça reste très accessible. Tout le monde peut y jouer, je pense. Après, en termes de jeu, derrière, en fait, il y a une certaine profondeur de jeu qui est intéressante. Et c'est ça qui est bien aussi, d'ailleurs, chez Tribuo, c'est qu'on peut se permettre d'aller chercher des jeux que Blue Orange ne ferait pas de manière habituelle. C'est-à-dire que Blue Orange est vraiment expert un peu trop expert pour Blue Orange, celui-ci. Ouais, celui-ci, Blue Orange, je pense, en termes de proto, l'aurait pas fait. Ouais. Et donc, avec Tribuo, nous, on peut se permettre d'aller chercher des jeux un peu plus cossus éventuellement. D'ailleurs, on en a plusieurs après. Dans First Rat, vous incarnez une bande de petites souris dont le but, c'est de grimper sur la Lune. Pourquoi? Parce que la Lune, vous l'avez déjà regardée dans le ciel, clairement. Pour nous,
Déjà, pour beaucoup de personnes, on se demande un peu ce que c'est. Mais bon, pour les gens qui ont accès aux informations scientifiques, on sait que c'est un satellite qui tourne autour de la Terre. Mais pour les petites souris, pas du tout, Emilien. Non, pas du tout, parce que c'est une lune de fromage, d'après elles. Tout le monde le sait. Et donc, elles vont essayer de... On incarne chacun une petite colonie de rats, on se balade sur le parcours, on récolte tout un tas de ressources pour essayer de construire en fait la fusée qui va nous permettre d'aller sur la Lune. Et au passage, on essaie de faire un maximum de points en se plaçant sur les différentes pistes de score, que ce soit en chargeant du fromage, en construisant des éléments de fusée, en faisant des astronautes, en illuminant la piste de lancement, ou bien en faisant des provisions. Voilà, donc le principe est très simple en réalité. Je vais essayer de sortir des petits rats. Regardez, les petits rats, hop! Vraiment, un tour de jeu, c'est hyper simple puisque tu bouges un ou plusieurs rats et tu récupères les ressources des cases sur lesquelles tu atterris. Tout simple. Alors, petite subtilité. C'est pas un jeu d'apéro, hein. C'est pas les petits rats de l'apéro, mais c'est plutôt un jeu qui va prendre quoi? Combien de temps? 45 minutes en fait, si on y joue, quand on connaît les règles, qu'on n'a pas besoin de les expliquer. Ça va... Hier, on a joué à 3, c'est ce qu'on a mis. On a mis 45 minutes, je crois, à peu près. Donc ça a été très très vite. À votre tour de jeu, vous avez le choix de déplacer un seul rat, et dans ce cas-là, vous pouvez aller jusque 5 cases. Oui. Donc je prends mon rat, je vais sur la case que je souhaite attraper. Par exemple la verte, et puis je récupère la ressource qui est indiquée. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a quelques mécaniques pour maximiser ce que vous récupérez, quelques astuces, ça vous le verrez quand on diffusera la vidéo. Mais la deuxième option, c'est de déplacer plusieurs rats, jusque 4, parce que vous en avez 4 au total, si vous les avez tous débloqués. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez vous déplacer que de 3 cases, mais surtout arriver sur une même couleur de case. Exactement. Donc là, si je choisis d'aller sur du fromage, je peux déplacer mes 2 rats parce que celui-ci n'avance que d'une seule case. Celui-ci, 1, 2, c'est bon. Et là, je vais avoir plus de ressources. Donc on essaie de calculer en fonction des cases qui sont disponibles, en fonction de vos adversaires, puisque si jamais la case est occupée, il faut payer son adversaire. Et puis c'est tout. En fait, vous avez compris les règles du jeu. Après, vous allez dépenser vos ressources pour marquer des points de victoire. Il y a une petite course sur les différentes pistes qui sont placées, vous voyez que les points de victoire descendent. Pour le reste, c'est presque aussi simple que ça. Oui. Il faut connaître les petits bonus, les petites actions supplémentaires qu'on va récupérer, mais ça s'explique finalement très rapidement, ça se retient, on ne peut pas se tromper pendant la partie. Ce qu'il y a d'assez génial, c'est qu'au fur et à mesure de la partie, en fait, il y a une vraie évolution. Au bout d'un moment, une case qui au début rapportait assez peu de ressources, à la fin va te rapporter plein de ressources parce que tu auras en fait été chercher des pouvoirs, voler des objets, etc. Et donc en fait, tu as une sensation un peu grisante de monter en puissance. Voilà, ça c'est First Rat. On vous l'a un peu expliqué quand même, mais c'est surtout pour vous montrer la simplicité de ce jeu. En ce moment, on a énormément dans cette catégorie de jeux qui sont accessibles. Là, on est sur de l'initié quand même, mais on a beaucoup de jeux de cartes. C'est la grande période du jeu de cartes. Et moi, je commence à ressentir, on est beaucoup à le dire d'ailleurs, parmi les gens qui suivent un petit peu tout ce qui sort en jeu de société, un manque de jeux de plateau. On a envie de poser un plateau, enfin en ce qui me concerne. J'aime beaucoup les jeux de cartes, mais ça va, j'en manque pas. Quand je vois un jeu de plateau qui sort, où il y a quand même un petit univers, on peut quand même se perdre dans les illustrations, dans ce que ça raconte. Là, ça vous raconte une petite histoire. Ça me fait plaisir, j'ai besoin de ça en ce moment. Puis ce plateau, en plus, il est recto verso, donc tu as 2 plateaux en un. Regardez, en recto verso. On va regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Et là, l'autre côté, c'est surtout l'aspect modulable sur lequel il faut insister. Ouais. C'est-à-dire après vos premières... Tu veux que je le tienne? Bah, il tient plus, là, c'est fou. Ah oui, parce que la figure n'est pas au même endroit. Après vos premières parties, en fait, vous pourrez jouer avec ce plateau-là un petit peu plus avancé, où en fait, la disposition des cases est semi-aléatoire, et de la même façon, la disposition des pistes de score. Donc à chaque partie, en fait, la façon d'appréhender le parcours va être différente, et en fait, les pistes de score les plus intéressantes vont aussi être différentes. Donc ça permet d'avoir beaucoup de rejouabilité, en plus des différents modules et du mode 1 joueur. Mighty Tam nous dit, ça score de partout, le design un peu BD et la possibilité de tricher ou de voler, c'est génial quand tu le présentes aux enfants. Oui, parce qu'on peut tout à fait jouer avec les enfants. Alors après, ils vont pas forcément tout de suite faire les meilleurs combos, maximiser le plus leurs points, donc ça va peut-être leur prendre un tout petit peu de temps, mais c'est vrai qu'il y a des petits aspects rigolos dans lesquels, notamment, il y a des technos, si tu les récupères, t'es pas obligé de payer. Tu dois payer normalement, mais t'es pas obligé de le faire. Mais dans ce cas-là, ton petit personnage redescend au début de la piste, donc l'aspect course, forcément, il va être un tout petit peu handicapé. Et ça peut être même stratégiquement intelligent de le faire. Il est excellent, nous dit Goldas. Oui, tu voulais dire? Non, je disais, je voyais pas mal de gens qui disaient avoir déjà joué au jeu, notamment les versions anglaises, parce que c'est un jeu qui est sorti en 2022 en Allemagne. Donc c'est pas un jeu qui est récent dans l'absolu,
mais qui trouve sa localisation cette année chez nous. Oui, moi j'avais joué en 2022, je pense, ou peut-être même un petit peu avant la sortie, je me souviens plus, mais on y avait joué au Ludopathique, il y a donc cette réunion d'auteurs et d'éditeurs qui a lieu chaque année en Bourgogne, et ça remonte un peu maintenant, je me souviens plus exactement, mais tu vois, je pensais qu'il était déjà sorti. Des fois on ne sait pas quand le jeu, s'il est sorti en version française ou pas. Donc Goldust nous dit il est excellent First Rate, j'ai eu la chance d'y jouer il y a plus d'1 an en anglais, j'ai adoré ma partie. Vous êtes en train de me donner envie, là, nous dit la colorier. Il est déjà disponible en fait. Là, c'est pas toujours le cas, mais pendant cette émission, vous pouvez passer un petit coup de fil à votre boutique ludique. Elles ne sont pas encore ouvertes à cette heure-ci, mais prévoyez le coup, vérifiez s'ils ont en stock. Parfois, les boutiques ont un site en ligne. Vous pouvez regarder s'ils ont du stock là-dessus. Puis, n'hésitez pas à vous faire plaisir si on voulait un peu expliquer si ce jeu semble fait pour vous. Ce qui est chouette, c'est qu'il raconte une histoire qui n'est pas la même que d'habitude aussi. On n'est pas en train de cueillir des fleurs, par exemple, qui est le thème à la mode des jeux de plateau actuellement. Ni il n'y a pas d'elfes et de nains à l'intérieur de ce jeu, ce sont des rats. C'est chic les rats. Et je vois une question d'Olmor sur le délai du jeu, effectivement, et il a mis du temps à arriver en France. Ah oui, ça. Moi je me rappelle à l'époque, on l'avait eu en sourcing chez Tribuo, mais avec l'éditeur donc Pegasus, on avait du mal à trouver un accord commercial. Globalement, en fait, on trouvait que le prix auquel nous proposait l'éditeur ferait que le jeu sortait à un prix trop élevé en France derrière, et donc c'est pour ça qu'on ne l'avait pas pris, qu'on avait préféré d'autres jeux. Et quelques années plus tard, il est revenu vers nous, l'éditeur, avec une nouvelle grille de prix qui nous permet de le proposer en fait à un prix qui nous semble plus cohérent par rapport à l'expérience de jeu et comment on voulait le proposer aux joueurs. Ok, oui, c'est vrai que l'argument du prix c'est assez important, et surtout maintenant, parce que comme tous les prix sont un peu tirés vers le bas, on a eu des discussions pendant le sommet des jeux à Valménier, on en a parlé avec certains éditeurs qui nous disaient que baisser les prix ça peut être une difficulté pour l'éditeur sur le coup, et en réalité si tu vends plus, ça compense, donc il faut trouver le juste prix par rapport au prix de revient, c'est ça aussi la vraie question. C'est un super jeu avec un matos conséquent, c'est quel prix là du coup 35 €. 35 €, voilà. Mais en prix conseillé boutique. Ok, donc ça c'est le premier jeu qu'on a tourné, c'est déjà disponible, vous pouvez le récupérer maintenant si vous le souhaitez. Ensuite, le prochain qui sort, c'est... C'est Suite. Alors, mi-septembre. Annabelle, on a parlé déjà de Prétexte, l'éditeur, une toute petite maison d'édition, parce qu'il n'y a pas beaucoup de salariés dans cette maison d'édition, si je me souviens bien. Il y a Philippe, qui est l'éditeur. Et je crois qu'ils sont 3. Ouais, 2 ou 3 personnes. Oui, toute petite maison d'édition, mais que vous connaissez. Très bien. Il n'y a pas un côté familial non plus dans cette maison d'édition, c'est pas... Non, je crois pas. Tu crois pas ? Je ne sais plus. On a reçu déjà Philippe, vous pouvez le retrouver, puisque, alors, c'est pas son plus gros succès qu'on a présenté sur la chaîne. Je me demande si on a fait du 7 et match, je suis pas sûr, je me rappelle plus, mais en tout cas, sur notre chaîne, on a présenté Déol, qui est pas vraiment le plus gros succès de Prétexte, qui était un roll and write, si je me souviens bien. Avec les dés, et où tu navigues sur une mer pour faire un maximum de score de mémoire. Ouais, bon, c'était chouette, mais c'est pas de notre faute. C'est vrai que quand on présente des jeux, on a toujours envie que ça marche plus que les autres, mais bon, après, ça dépend aussi du jeu, de la période, le succès, ça s'explique pas toujours. Sur Suite, on est sur un petit jeu de cartes. On est dans c'est le même format que de Pomme 3 pas. Ouais. Non, pas tout à fait. Il est un peu plus fin et plus haut. C'est une boîte rectangulaire de Pomme 3 pas, c'est une boîte carrée. Mais bon, c'est un petit jeu pocket, quoi. Voilà, petit jeu pocket. Hop, vu du dessus, on vous montre ce dont il s'agit. Suite, c'est un petit jeu dans lequel vous allez avoir des cartes en main. Qui m'en parle? Emilia, c'est toi? Allez, c'est parti. Suite, c'est un jeu compétitif qui joue en plusieurs manches. Le but du jeu, c'est de récupérer ces petits boutons. Est-ce qu'on voit ma main? Bam, des petits boutons comme ça en bois. Ouais, regardez, deux petits boutons, c'est chouette. Pour gagner la partie. Le principe du jeu, il est hyper simple, puisque à chaque manche, en fait, les joueurs ont des cartes en main. Et le but du jeu pour eux, pour gagner une manche, ça va être soit de se défausser toutes leurs cartes, donc de réussir à les poser, soit de réaliser ce qu'on appelle la suite, c'est-à-dire une suite de 5 cartes de valeur croissante et de couleurs différentes. Alors ce qui est rigolo, c'est que souvent dans ces jeux-là, vous avez vos cartes en main, vous posez vos cartes devant vous en disant aux autres joueurs, là je pose un 1, 2, 3, 4, voilà. Mais là, c'est pas le cas, c'est pas devant toi, c'est commun, on construit quelque chose. Exactement.
Et si un joueur vient compléter la suite, par exemple ici, 1, 2, 3, 4, 5, de couleurs différentes, il remporte la manche. Mais on pose une seule carte à son tour. Donc Exactement. le premier joueur a pu poser le 2, par exemple. Il y a toujours une carte qui est déjà sur la table. Le deuxième peut poser le 3. Et ça y est, il a fait une première suite de 3 cartes. C'est minimum 3 cartes. Et aussitôt, il y a un petit bénéfice. C'est ça, on vient un petit peu embêter les joueurs durant la partie, puisque si on fait une suite de 3 cartes, par exemple, bam, je pose ce 3, oh j'ai une suite de 3 cartes, je vais pouvoir prendre une carte de ma main et, de manière tout à fait anodine, la refiler à un autre joueur pour m'en débarrasser et essayer de défausser ma main. Si j'arrive à faire une suite de 4 cartes, par exemple 1, 2, 3, 4, cette fois-ci c'est 2 cartes que je peux donner à un ou deux joueurs en fonction de à quel point je vais les pourrir ou pas. Le but du jeu étant de vider sa main, donc c'est très pratique de donner des cartes aux autres joueurs. Et puis la suite fait gagner la manche directement. Voilà. On ajoute à ça des petites cartes à effet si on veut renouveler un peu l'expérience de jeu. Alors entre nous, là, les gens qui nous regardent, je pense que vous jouerez directement avec clairement. Les petits effets, parce que c'est ça qui rajoute aussi un petit peu de piquant, quelques coups fourrés. Ouais. Et donc juste à notre tour de jeu, on prend une carte, on la joue de manière adjacente à une autre carte de façon à faire une couleur différente et augmenter ou descendre la valeur. On peut potentiellement remplacer une carte déjà sur le plateau si c'est de la même valeur mais d'une couleur différente. Et c'est tout, globalement. On applique les effets. Voilà, vous avez l'embarras du choix. On est dans cette catégorie de jeux hyper accessibles. Là, pour le coup, c'est vraiment les jeux les plus simples que vous allez trouver sur le marché, mais qui portent quand même en eux quelques mécanismes qui créent des émotions autour de la table, des surprises, des retournements de situation, des joueurs que l'on a envie d'embêter parce qu'ils ont gagné les manches précédentes tout simplement, ou parce qu'ils ne vous reviennent pas, c'est possible aussi. Mais voilà, c'est des petits jeux de cartes simples, familiaux, qu'on va jouer très légèrement. On va pas comparer Suite à First Rat, c'est pas du tout la même catégorie. Oh, clairement pas, non. Non, mais c'est tout à fait possible d'enchaîner les deux et d'y trouver du plaisir à des moments différents de la journée. Là, c'est petit jeu. Entre deux gros jeux, potentiellement, tu fais une manche ou deux, et puis ça fait un bon filler quelque part, j'imagine, dans les... moi, c'est assez rare que je fasse ce genre de jeu entre deux gros jeux. C'est plutôt à des moments, on est à quelques minutes de manger. Tiens, on a le temps de refaire un petit jeu. Voilà, c'est ça. C'est dans ce cas de figure-là que j'aime bien sortir un petit jeu simple et efficace qui génère des émotions autour de la table. Ça dépend des moments. Je pense qu'on a tous des fonctionnements différents parce qu'on les voit aussi dans les soirées jeux. Quand il y a des clubs de jeux, il y a toujours des joueurs qui font des jeux très très légers de ce type-là. Après, c'est à chacun de voir ce qu'il cherche et comment on joue aux jeux de société. Suite, donc ça sort quand ? Ça sort mi-septembre. Donc ça vient très vite. On va essayer de sortir les vidéos rapidement, mais je vais voir avec mon équipe de choc de monteurs. Ça sort pendant Vichy. Pendant Vichy. Oui, Vichy, c'est sur Vichy public aussi. Sur oui. Ouais. Ok. Ouais, parce que là, sur le festival de Vichy, c'est très tôt, hein, c'est mi-septembre, c'est vraiment... Ouais. 16, le pro, c'est 14, 15, 16, et le grand public, c'est la semaine d'après, le week-end d'après. Il faut qu'on s'occupe de Vichy, je m'en suis absolument pas occupé en ce qui nous concerne, ça fait partie. J'imagine que vous êtes un petit peu plus au point, c'est un rendez-vous important pour vous, Vichy. C'est l'occasion pour l'équipe commerciale de rencontrer une grande partie de leurs clients, mine de rien, c'est un rendez-vous fort en France. Ouais. Et donc de présenter, en fait ça lance un peu la fin d'année quelque part pour les distributeurs, parce que tu présentes les jeux en fait qui vont sortir et les jeux qui vont être au catalogue pour Noël globalement. Ouais. Ça couvre en fait cette fin d'année jusqu'en fait le festival des jeux de Cannes. Un grand rendez-vous de la rentrée. Ouais. On a notre monteur qui nous marque urgence montage. Oui, on va voir, on va faire un plan de guerre, on a beaucoup de choses à monter en ce moment. C'est la rentrée, tout simplement. Tout le monde se remet au travail après des périodes des périodes un petit peu plus calmes. Je suis pas sûr qu'on en ait eu vraiment des périodes plus calmes sur cet été, mais on a coupé au moins pendant la période du sommet des jeux. Et là, on se remet tranquillement, on remet la machine en route. On a plein de choses à vous présenter, mais c'est aussi un plaisir. Hier, justement, je fais ma petite publicité. On peut. Bien sûr. Hier, justement, on a diffusé une vidéo qui est très chouette. On vous invite à aller la voir sur des jeux abstraits qui sont. C'est pas du tout vous qui les distribuez, c'est Wilson Jeux qui les distribue, c'est Helvétique. Oui. Stephen Spiel, la collection Stephen Spiel. 4 petits jeux abstraits. Si vous aimez les jeux très simples, abstrait et très malin, allez jeter un petit coup d'œil sur la vidéo qu'on a diffusée hier, et aujourd'hui on vous diffuse la vidéo qu'on a réalisée avec Atalia sur
le jeu qui s'appelle Royal Society of Archaeology. Là, on est sur du jeu expert. Chouette, hein, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce jeu. Je vous invite à regarder la vidéo, vous verrez à quel point il est malin. Je diffuse ça cet après-midi. Dernier jeu dont on vous parle aujourd'hui, hop, Jusqu'au prochain. c'est vrai. Mes derniers jeux qui sort en 2025. J'avais oublié cette petite parce que oui, il y a des trucs par terre et il y a des trucs. Je vous avais dit, hein, restez en fin d'émission. Les prochaines annonces à partir de la 4e annonce vont vous surprendre. On est dans la. Faut que je fasse un jingle scoop ou attention. La dernière va vous choquer. Ouais, oui. Ah non, mais vraiment. Il y a des trucs que j'attends avec impatience. J'attends ta présentation et ton explication, Emilien, parce que là, tu m'as montré ça en 2 secondes avant l'émission. Et je suis curieux de découvrir ces nouveaux jeux qui seront distribués par Tribuo. Du bout des doigts, on a tourné la vidéo, je le connais déjà. Et puis, j'avais eu la chance d'y jouer, puisque Mathieu Lanvin nous y a fait jouer lors du sommet des jeux. On est sur un jeu, je sais pas, d'observation, mais d'observation pas que avec les yeux. Avec les doigts. On peut observer avec les doigts. On peut observer avec les doigts. Reconnaissance tactile, visuelle et tactile. Visualisation tactile. Regardez, je vous ouvre, c'est tactile. C'est pas tactique, là pour le coup, c'est tactile. Et c'est encore un exemple de localisation, là. Oui, parce aussi, qu'on a... c'est une localisation. Hobbyworld, c'est un éditeur qui n'est pas que localisé par vous, parce que j'ai eu l'occasion de présenter des jeux avec d'autres distributeurs. Oui, il y a Post Office, alors je sais pas le nom français. Alors, Post Office, ça sera chez Origames, il n'est pas encore sorti si je ne me trompe pas, mais là ça arrive en septembre. Et puis il y en a d'autres qu'on a vus à droite à gauche. Il y en a eu chez Atalia par exemple, si je me souviens bien, il y avait Sky, je me souviens plus, mais un jeu qui se passait avec des îles flottantes. Ouais. C'est un éditeur qui est très prolifique quand même. Ouais. Donc il propose beaucoup de choses. C'est un jeu qui est signé par Mikhail Rozanov. Et dans ce jeu, qu'est-ce qu'on trouve, Emilien? Différents types de cartes. Beaucoup de cartes. On va retrouver principalement 2 types de cartes. Les cartes qu'a Martin en main, qui sont des cartes qu'on appelle rêves dans le jeu, avec des illustrations. Très joli. Un peu à la Dixit finalement. Oui. Très contemplatif, etc. Et un autre type de cartes, qui sont des cartes qu'on appelle des cartes touchées. Et cette fois-ci... Aline fait des commentaires. Hop. Les cartes touchées. Hop. Où on ne se rend pas forcément compte ici en caméra, mais qui sont en relief. En fait, si je passe mon doigt ici, j'ai les dessins qui sont en fait une espèce de surcouche de vernis et qui permettent en fait d'avoir des cartes en fait en 3D d'une certaine façon. En relief. Ah ouais, en relief. Et en fait, le but du jeu, c'est un jeu coopératif. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points à la fin de la partie. Fin de partie qui a lieu au bout de 6 manches. Et à chaque manche, en fait, on a un joueur qui va tirer 4 cartes rêves comme ça et 5 cartes touchées, et il va devoir choisir en fait avec les cartes touchées qu'il a tirées une carte rêve à faire deviner aux autres joueurs, donc en sélectionnant par exemple 2, 3 ou 4 cartes touchées, les donner aux autres joueurs. Les autres joueurs en fait vont pas avoir le droit de les regarder, ils vont simplement devoir les toucher, c'est-à-dire récupérer la carte comme ça et utiliser leurs doigts pour essayer de dire cette forme là ça me fait penser à ci, ça, à ça, et essayer de retrouver finalement le rêve qui avait été choisi par le rêveur. Donc jeu coopératif de communication, de toucher, et on va essayer d'expliquer en fait, ma forme elle est vachement anguleuse, ça peut me faire penser à quelque chose d'un peu droit sur l'image, on essaie d'évoquer ce genre de choses. Petit bonus si la personne arrive à finalement deviner la forme qui était sur la carte, puisque ça va donner un bel indice, mais c'est pas forcément le cœur du jeu non plus. Il y a Aline qui me chambre sur le chat, merci Aline, qui dit que je suis excellent à ce jeu. Alors quand même, je vais me défendre. Je vais me défendre. On a fait une partie hier, et aux autres joueurs, on leur donne des formes comme ça, donc ils touchent, ils disent c'est un triangle, c'est facile. Et à moi, on me file des formes de ce type-là, et vas-y Martin, dis-nous ce que c'est. Et vous allez voir que en termes de tactile, en fait c'est vachement dur. C'est marrant, parce que quand vous touchez ce genre de truc, vous n'arrivez pas à vous représenter. On a eu des cas de figure où tu as une simple croix à représenter, mais comme tu touches plusieurs traits qui forment la croix, dans ta tête, tu te représentes un truc beaucoup plus complexe, tu vois des traits dans tous les sens, tu n'arrives pas à savoir exactement ce que c'est. Voilà quelques exemples de cartes. Voilà, il y a plein de types de cartes plus ou moins faciles. Ça, les doigts de pied, c'est pour la version Legacy, c'est en préparation. Non, c'est faux. On a hâte de jouer à la version Legacy. Oui, tiens, on va tester un petit peu. Toi, Emilien, tu m'as dit que je connais toutes les cartes, donc à force. Je vais en prendre une facile. Attention, c'est la séquence. Et on va voir si les gens sont forts. Je regarde pas le retour caméra, sinon c'est trop facile.
Voilà. Ah oui, mince, tiens, on va pas te faire voir non plus. Je vais vous la montrer, comme ça sera plus rigolo. Ah oui, non mais ça c'était trop facile, ça va, ça c'est super. Allez. Je suis gentil, hein. Je t'en place vraiment une facile. Je vous la montre, ferme les yeux, Emilien. Je regarde pas. Je vais en donner une aussi à Annabelle parce qu'il n'y a pas de raison. C'est pas ça, hop, c'est moi. Je vais donner celle... Ces deux-là. Je vais donner celle-ci à Emilien et puis celle-ci à Annabelle. On va voir comment vous vous en sortez. Hop, attention, séquence tactile dans cette émission. Mais là, c'est encore plus difficile que dans le jeu, parce que dans le jeu, on n'est pas obligé de deviner la forme. C'est ça. Non, c'est vrai qu'on peut se servir des sensations qu'on a. On peut dire, oh là là, c'est un peu carré, etc. Oh, bah là, je vois un truc qui est un peu carré, c'est peut-être que c'est ça qu'on va nous faire découvrir. Alors, je vais offrir ce jeu à un ami psychologique des sleeves. Je vous ai pas mis les plus simples. C'est la version expert avec les sleeves. Mais je vous ai pas mis les plus durs. Ah, moi j'ai l'impression que c'est comme un... Donc on a le droit d'échanger pendant le jeu, comme ça, un coop. Moi je m'y colle pas parce que je suis trop fort. Ceux qui ont les cartes touchées peuvent échanger leurs impressions. Moi j'ai l'impression que c'est comme un nœud papillon. Parce que je sens comme un rond au milieu et comme 2 triangles un peu arrondis sur les côtés. Ou alors ou un papillon ou un nœud papillon. Eh bien, tu peux révéler ta carte, on va regarder. Il y en a un dans le jeu. Ouais. On va regarder, s'agit-il d'un nœud papillon? Attention, mesdames et messieurs. Yeah, wow. Bravo. Et j'ai très peu joué au jeu. Ouais. Bravo. Donc, je ne connais pas les cartes Annabelle. sur le bout des doigts. Moi, j'ai une forme... Toi, t'as plus joué au jeu. Une espèce petit arrondi en haut, un grand arrondi au milieu et un petit arrondi en bas. Du coup, ça me faisait aussi penser à un nœud papillon, mais c'était pas dans le bon sens. Une cravate, alors? Une cravate, tu crois? Non, c'est pas... C'est pas assez droit. Je peux droit. toucher parce qu'on peut échanger. Ouais, on peut échanger. Oui, dans le jeu, on peut échanger effectivement pour essayer d'avoir les informations des autres. Alors, avec un joueur qui n'aurait pas eu de carte, parce que bon, il y a tout un système de jeu sur lequel on va pas revenir, mais il y a des subtilités. Ça me fait penser à une espèce de sablier, mais je suis pas sûr. Ouais. Il y a pas mal d'éléments, on dirait. Ah, il est dur en fait. En fait, ce qui est dur, c'est que parfois il y a des formes très très particulières, on arrive à les identifier. Ce que j'ai trouvé difficile, et ça vous essayerez chez vous avec ce jeu, c'est la projection mentale qu'on se fait de certaines choses. Oui. Hier, j'ai eu un cas de figure de forme que j'ai réussi. On a quasiment réussi à la dessiner sur la table, à se dire ok, mais par contre, j'arrivais pas à associer un objet à cette forme-là. Parfois, c'est des choses évidentes et des fois, il y a des choses que tu. Et là, c'est typiquement le cas. Il y a une carte champignon, mais ça y ressemblait pas tout à fait, effectivement. Ouais, c'est quelque chose qu'on ne se représente pas forcément mentalement et du coup, vous n'allez pas y penser. C'est aussi simple que ça. C'est difficile. Ouais. Moi, je sens aux extrémités deux ronds, et au centre un gros truc. Exactement. Mais alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Je ne sais pas. Eh bien, on va la montrer. Hop, et ça... Mais ça peut quand même donner un indice pour le rêve et on peut réussir à trouver un rêve. Oui, bien sûr. Et vous l'avez très bien représenté mentalement, mais le mot ne s'associe pas naturellement parce que c'est quelque chose auquel on ne pense pas tout simplement. Regardez, c'était bien le rouleau à pâtisserie. Et ça, on ne pense pas à un rouleau à pâtisserie quand on voit ça. Ou un bonbon. J'y ai pensé à un bonbon, je pense. Moi, j'ai pensé au rouleau à pâtisserie. Enfin, c'est presque un nœud papillon. Oui, exactement. Non, vous avez bien vu la forme, mais le mot n'est pas venu, c'est normal. C'est pas si simple comme objet. Ça, c'est du bout des doigts. C'est le dernier jeu qui sort cette année. Ça sera en octobre, courant octobre. Tout va venir vite. C'est un petit jeu finalement très simple. Un brise-glace aussi, parce que vous pouvez jouer avec des gens que vous connaissez moins. Et justement, les interactions qui sont générées par ce jeu permettent de créer quelque chose autour de la table et de connaître les gens avec qui l'on joue. Voilà pour ce jeu. Maintenant, c'est pas encore la dernière rubrique, c'est les nouveautés de l'année prochaine. On va découvrir tout simplement des jeux qui ne sont pas encore annoncés, dont personne n'a entendu parler, ou alors c'est ça. Un petit peu quand même. Non, je crois pas. Non. Je demande à la responsable communication. On n'en a pas parlé encore de cela. On a perdu Annabelle. Non, je lisais le chat. Oui. Le champignon, il doit y être. Oui, il y a un champignon dans le jeu. Ouais. Mais ça fait une grosse patate en haut et c'est une amanite. Tu mouches, c'est ça? Les rouges avec les... Comment on appelle les champignons? Amanite phalloïde, je sais plus. Donc c'est le gros champignon avec les pois. Je crois que c'est ça. Delmore qui nous dit ce jeu peut mal finir le fait de tripoter les cartes. Alors sachez que nous,
lors du sommet des jeux, on y a joué avec Mathieu Lanvin et on se concentrait tous avec nos cartes et on avait tendance à les avoir sous la table. Et puis les gens qui rentraient dans la pièce nous voyaient tripoter sous la table, devaient se demander ce qu'on était en train de faire. Voilà pour ce jeu. Amélie, Alors, on commence par lequel? On a quelques-uns, on en a 3 dessus. Est-ce qu'on fait dans l'ordre de difficulté? Ouais, allons-y, dans l'ordre de difficulté, mesdames et messieurs. On démarre très bas. Petite souris. Oh, j'aime bien les illustrations. Ah oui, c'est trop mignon. Très BD jeunesse. MNKI Entertainment pour l'idée, c'est une maison d'édition qui a fait son propre jeu, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est une localisation. C'est un éditeur néerlandais, il me semble, Ouais. qui proposait ce petit jeu enfant. D'ailleurs, en termes d'historique de localisation, il proposait ce jeu-là dans une grande boîte, dans un format qui ressemblait qui serait en fait en France du jeu initié voire expert en fait. Ah oui. Ouais, vraiment une grande boîte. Avec un grand... Alors que ça tient là-dedans. Alors que ça tient là-dedans et Ok. nous on trouvait que voilà, c'était plus cohérent. Donc en termes de localisation, typiquement c'est un jeu qu'on a un petit peu travaillé avec l'éditeur pour le faire tenir dans cette petite boîte. Qui d'ailleurs, nous on a bien aimé cette petite boîte parce que ça donnait un côté un peu moins kitsch que pouvait avoir la grande boîte d'ailleurs. Moins rétro, oui. Ouais, moins rétro. Seras-tu à la maison avant minuit, avant la nuit? Avant la nuit. La petite souris, la grande aventure. C'est un jeu à partir de 3 ans qui se joue de 1 à 4 joueurs et c'est un jeu de parcours qui peut être coopératif ou compétitif en fonction de comment vous voulez jouer avec les petits. Le but qui va mêler memory et parcours. Est-ce que je peux sortir la boîte? Tu peux sortir Juste la boîte. montrer le plateau. Je t'autorise exceptionnellement à sortir la boîte. Ah ok. Juste le plateau. Pendant le temps que tu sors, je regarde ma caméra là juste à côté. J'arrive, je suis là, je suis pas parti, je suis là. Hop. C'est le moment où il faudra diffuser des pubs. C'est l'instant pub. Et il me manque le petit jeton. Hop. Le but du jeu, c'est d'être le premier joueur en fait à avoir fait la grande aventure de la petite souris, c'est-à-dire avoir pris sa petite souris et puis hop, avoir fait tout le parcours pour rentrer au terrier avant que la nuit tombe. À chaque tour de jeu, en fait, le joueur actif va retourner un des jetons et se déplacer vers la première case disponible du jeton qu'il aura retourné. Oui. Donc par exemple, spam, je retourne celui-ci. Oh, c'est un papillon. Du coup, mon personnage se déplace jusqu'au premier papillon disponible. Si un autre joueur tire un papillon alors qu'il est là, et ben hop, il va avancer plus loin. D'accord. Et ensuite, bam, je range le jeu. C'est un jeu qui se range pendant qu'on joue. Pour les parents, oui. c'est pas mal. 2 petites règles supplémentaires. Dans le jeu, on a des jetons nuit. Des jetons nuit, quand on les retourne, on descend, en fait la journée avance et la nuit tombe. Ces jetons-là, on les remet pas dans leur boîte, on les retourne au centre, donc il y a un petit aspect memory. Et si jamais ce jeton-là atteint, bam, la dernière case et qu'aucun joueur n'a encore gagné, à ce moment-là, aucun joueur ne gagne. Donc il faut éviter absolument ces trucs-là. Deuxième petite chose, c'est que si on a des animaux comme ça dans la forêt, dès qu'on passe par leur case, en fait, ils vont nous donner des secrets. Et nos secrets vont permettre à un joueur de regarder, bam, 2 tuiles secrètement. Oh, ce sera peut-être intéressant plus tard pour moi. Donc, un mélange très léger, memory, parcours, où tu retournes les tuiles, tu les ranges et tu avances. Oui, parce que, alors effectivement, Rachel, qui est experte en jeu, a tout de suite pensé au jeu de Léo Colovini, Cartaventura, Cartagena, pardon, qui est un grand classique du jeu de société dans lequel il y a aussi un parcours comme ça, on joue des cartes et si la case est occupée par quelqu'un, bah, naturellement on ne prend pas en compte l'icône, ça nous permet d'avancer plus vite, donc il y a ce système qu'on retrouve dans ce jeu-là, mais avec un aspect memory où il va falloir se souvenir de où sont les cases qui sont occupées justement et celles qui vont nous faire le plus avancer. C'est assez malin là-dessus, sachant que souvent les enfants sur la première partie ils se rendent pas compte de ça. Ça c'est des apprentissages qu'ils vont avoir sur le plus long terme. Au début ils peuvent tout à fait jouer complètement au hasard et peut-être ils prennent énormément de plaisir, avoir envie de rejouer parce que les enfants aiment bien qu'on leur raconte la même histoire. Oui. Il y a cet aspect-là, et au bout de quelques parties, se rendre compte, avoir ce moment Eureka, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on adore dans les jeux de société. Aline, qui fait aussi quelques tests de jeux enfants, ne dira pas le contraire, hein, souvent, c'est ce qu'elle recherche aussi quand elle teste des jeux, ces petits moments qui ne sont pas nécessaires forcément à la première partie, mais qui sont indispensables pour qu'un jeu s'installe. Oui, ce que j'aimais bien, moi, chez Maurice aussi, chez Blue Orange, ce côté de, tu peux jouer au hasard, etc., et prendre Maurice n'importe le dodo. Ouais. Et au fur et à mesure, en fait, te dire « Ah, mais attends, il y a un peu de stratégie ».
C'est très léger, bien sûr, mais ça existe et il y a une petite courbe d'apprentissage qui est intéressante, je pense. Il faut bien se mettre à l'échelle qu'on parle à des enfants de 3-4 ans. Ouais. Matoufef nous dit que tu as du miel dans les oreilles, Emilien. On se voit demain, Mathias. J'ai peut-être mélangé les phrases. Ça, c'est la petite souris, ça sort quand ? Ça sortira début 2025. 2026. 2026, parce qu'on est en 2025, effectivement. Février pour le FIGE. C'est toi qui le sais. Oui, pour le FIGE, tout à fait. Il sera présent au FIGE à Cannes. Ok. Ah, on peut lire le titre La petite souris. C'est un peu... Là, c'est un peu tactile. C'est vrai qu'on a des rats, des souris. Oui, mais on aime tous les animaux chez Tribhuo. On a toutes les ménageries. Mais ouais, c'est vrai. On enchaîne avec un autre jeu. Là, cette fois-ci, on part sur de l'initié. On fait un bonbon. On change d'étape. On part sur de l'initié et on part en Égypte aussi. Oui, tout à fait. Bam. On la met comme ça au début, c'est ça, tu la présentes. Oui, on peut montrer. Je suis resté en vue. Je n'ai pas assez changer mes caméras. Il faut que je pense à la réalisation. Pyramire. On est faute sur d'orthographe. Une grosse faute d'orthographe en plein milieu du jeu. Je pense qu'on va la laisser, c'est pas mal du tout. Ouais. C'est une boîte prototype. Hein. C'est un jeu initié de engine building, combo de cartes. Pour ceux qui aiment se faire un peu des nœuds au cerveau, essayer de faire fonctionner nos cartes et les faire comboter entre elles. Un peu dans la veine, complètement dans la veine en fait, Veil of Eternity, Res Arcana, ce genre de choses. Ouais. Le but du jeu. Ah oui, c'est un jeu de cartes à l'intérieur. Oui, c'est ça. On peut montrer déjà à l'intérieur ou c'est pas. Oui, vas-y. C'est pas du tout le matériel final, c'est pas mais du c'est tout le pas matériel. grave. Tu as un peu de responsabilité sur ce jeu, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait, puisque je suis aussi l'éditeur sur celui-ci. Donc tu travailles chez le distributeur. Oui. Et en même temps, ça c'est un projet que tu as découvert le jeu, c'est un auteur de l'Est. C'est un auteur de Nancy, ouais. qui est un joueur de Magic. Parce que je suis joueur de Magic à la base, que j'ai rencontré, qui m'avait proposé ce prototype-là, qui n'avait pas forcément sa place dans la ligne éditoriale Blue Orange, en tout cas à l'époque, parce qu'on était vraiment sur du jeu initié, alors que Blue Orange essayait de se recentrer sur du jeu plutôt familial, etc. C'était pas un jeu édité non plus, c'était un prototype, donc pas forcément de possibilité de le présenter à Tribhuo en l'état. Oui, parce qu'il faut qu'il soit édité quelque part pour le présenter à Tribhuo. Et donc j'ai demandé à l'auteur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse du jeu ? Je trouve qu'il est vraiment intéressant, je peux te proposer d'aller essayer de contacter des éditeurs, essayer d'aller de lui trouver en fait une maison. Ouais. Ou bien si t'es chaud, on y va, on le fait tous les deux, pourquoi pas, et on essaye un truc. Et c'est ce qu'on a décidé de faire, et c'est là où on en est aujourd'hui avec ce jeu qui normalement sort l'année prochaine chez Tribhuo et qui, on espère, rencontrera son public. Il sortira quand l'année prochaine ? Ça devrait sortir début d'année prochaine. Début d'année prochaine. Ah oui, ça vient vite. Là, vous êtes déjà dans la période où ça y est, là, il faut contacter les usines. Le jeu doit être terminé, grosso modo. Il est quasiment terminé. La prod est sur le point d'être lancée. Ouais, d'accord. Ouais, on le présentera à Cannes. Oui. Oh, j'ai hâte de vous le présenter et de vous montrer ce dont il s'agit, parce que là, clairement, on est en train de découvrir un jeu, la naissance d'un éditeur peut-être qui, plus tard, emportera tout, rachètera Tribhuo, puis Blue Orange. On va déjà essayer d'avoir un logo. Ah oui, parce que là, il n'est pas top. Hein. Le logo, je ne suis pas fan. Pas incroyable. Et donc, pour revenir rapidement sur le jeu, en fait, on a ce petit plateau central avec des pyramides dessus. Et ce qui est hyper malin dedans, c'est qu'on va en fait utiliser vraiment la forme des pyramides et la géométrie pour pouvoir activer nos cartes et les perspectives. L'idée du jeu, c'est que chaque joueur en fait, il va avoir un deck de cartes. Alors tous les decks sont identiques. Ouais. Et ça va être de marquer le plus de points de victoire possible en récupérant les ressources qui nous font face, puisque chaque joueur prend un côté du plateau. Et donc au début du tour, par exemple, on va pouvoir tourner une pyramide. Je ne sais pas si on voit bien là. Et récupérer les ressources qui nous font face. Vous voyez qu'il y a des petites ressources en face des pyramides là. Hop, vous voyez ces petites pyramides avec des trucs tout autour. C'est ça, c'est les différentes ressources. On récupère en fait celles qui nous font face, donc on joue déjà là sur la perspective et on essaie de se battre pour avoir les bonnes ressources. Et en fait, durant notre tour, on va pouvoir poser les cartes, ça va nous rapporter des points. Et les cartes, lorsqu'on va les poser, elles ont des pouvoirs qu'on peut activer. Et les pouvoirs, ils sont liés à la disposition des pyramides au plateau central. Donc par exemple, celle-ci, si j'ai envie de l'activer, il faut que j'en ai une en haut à gauche, une en haut à droite, une en bas à droite. Bam. Et du coup, je peux l'activer. Et donc j'essaie de faire comboter mes cartes en essayant d'avoir des positions communes, etc.
Et ce qu'il y a de malin, c'est que vu que tous les joueurs ont les mêmes cartes dans leur deck, mais n'ont pas la même position à table, ça veut dire que moi, si je joue cette carte-là, je suis là, c'est cette disposition-là, mais un joueur qui jouerait exactement la même carte, en fait, sa position serait légèrement différente, et donc il faudrait que je m'adapte pour l'activer. Ah bah ça, j'adore moi le côté géographique en fait, hein. Quand on est à un petit plateau avec des éléments qu'il faut adapter, j'aime bien ça, je suis assez curieux. T'as déjà joué à Tashkalar? Oui, on en a pas mal parlé. Il faut jouer à Tashkalar, parce que je sais pas si je suis bien vendu que ça, mais qui est un grand classique. On en parlera jeudi justement, si vous suivez cette émission régulièrement. On est quel jour là? Mercredi? Oui. Je suis perdu. Bah, demain, on fait une émission avec Johan Levé dont le thème sera Vladash Vatil, qui est l'auteur de Tashkalar, qui n'a fait que des choses extraordinaires. Et qui a aussi cette notion de placement des jetons pour pouvoir activer les... Ouais, c'est plus tactique encore, parce qu'on est vraiment quasiment que sur le placement. Là, pour le coup, il n'y a pas de carte en main, mais moi, on en reparle demain. Je regarde pour demain. C'est un jeu que j'adore et qui n'a pas suffisamment été mis en avant, je trouve. Et ben là, on est un peu dans cet esprit-là, mais avec la notion de combo de cartes. Et en fait, durant ton tour, tu vas essayer de poser les cartes qui sont intéressantes, parce qu'elles restent d'un tour à l'autre, et ensuite déplacer une pyramide, activer une carte, profiter que tu aies une bonne position pour activer éventuellement une autre carte, et en fait essayer il y a vraiment un côté très brain teaser, c'est vraiment un jeu initié pour le coup. Les règles sont simples, mais il y a une profondeur de jeu assez forte. En plus de ça, je ne l'ai pas forcément évoqué, mais on a une asymétrie, puisqu'on a effectivement le même deck, mais en plus de ça, chaque joueur en début de partie démarre le jeu avec une déité, qui lui offre un pouvoir unique et très très puissant durant tout le jeu, mais qui va aussi l'orienter sur une stratégie un peu différente. J'ai hâte d'y jouer, hein. Franchement, là, il va falloir me faire jouer à ça en toute urgence. Moi, je suis hypé, j'ai envie de le découvrir. Je crois à lire le chat que je ne suis pas tout seul. Le côté Jardin d'Orient avec un matériel à manipuler, Play à Dolmore, Engine Building, thème pyramide, c'est bon. J'aime bien le thème pyramide, moi c'est vraiment un thème qui me parle toujours. Et pour le coup, c'est vraiment cohérent avec l'expérience, enfin avec ce que tu fais dans le jeu en termes de narration et de gameplay, parce qu'on utilise la forme des pyramides pour pouvoir en fait jouer. Et c'est ça que j'ai trouvé aussi hyper malin dans le prototype à la base. IP aussi nous dit Amic, donc Armic One est à fond également. Bah voilà, vous avez déjà 4 personnes. Trop bien. 4 ventes. 4 ventes. Tu peux partir sur un tirage à 10 exemplaires, à mon avis. Bon, il y a encore du chemin à faire, mais en tout cas, ce jeu-ci, on va le suivre avec intérêt. Début d'année prochaine, on est aussi sur du Cannes, du coup. Oui, Objectif Cannes. Ou Objectif juste après Cannes. Pyramir, c'est peut-être la première fois qu'on en entend parler. Moi, en tout cas, c'est la première fois que j'en entends parler. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. C'est des sœurs, les illustratrices? Oui, on a Sophie et Gaëlle Inglebert. C'est ça, il y en a une des sœurs qui fait l'illustration et l'autre qui fait le graphisme du jeu. D'accord. Et elles travaillent souvent ensemble? De temps en temps, oui. Ouais. Et on trouvait ça vraiment intéressant d'avoir en fait les deux en même temps, parce que ça permet aussi d'avoir des relations de travail qui vont bien entre elles, et elles sont plutôt complémentaires et elles font vraiment un travail de ouf, moi je trouve, sur les illustrations. Là, ça rend pas forcément honneur parce qu'on est sur des cartes prototypes, on avait beaucoup de sketchs, etc. Mais vraiment, les cartes finales sont vraiment très très chouettes. Les gens sont habitués au scoop. On est en début d'année, pour l'instant, j'ai pas tout changé. J'ai changé le générique des matinales, mais je vais tout changer. Donc, je vais prendre mon temps également pour pouvoir. C'est ça l'avantage de pouvoir faire des émissions au quotidien, c'est qu'on peut introduire des petites évolutions au fur et à mesure. Il va y avoir pas mal de changements dans nos matinales également. Peut-être que je remettrai un compteur de scoop, je sais pas à quoi ça sert, mais peut-être qu'on fera ce genre de choses, même si c'est la particularité, évidemment, du sommet des jeux. On a un dernier jeu à montrer, et alors, on a fait enfant, on a fait initié, et pour le dernier jeu, avant de conclure par la petite rubrique des conseils culturels, comme on le fait dorénavant, on va partir sur un jeu expert. Qui n'en a pas l'air. Qui n'en a pas l'air comme ça, parce que la boîte n'est pas très très épaisse. Une boîte toute fine comme ça. Heroes, Write and Conquer, c'est le titre. Write and Conquer, donc c'est du White and quelque chose, et Conquer, voilà. Alors, c'est pas du rôle. On est sur un jeu expert, effectivement, malgré le petit format et le petit prix à 20€. On est sur un jeu, pour ceux qui sont familiers, un jeu de civilisation et d'exploration. Vendu. Un peu comme Civilisation, globalement, les 4X, ce genre de choses, pour ceux qui sont familiers avec ça. Chaque joueur, en fait, va incarner une des factions disponibles dans la boîte. Il y en a 6 dans celle-ci. Et tout le jeu va se passer, en fait, sur ces espèces de grands plateaux sur lesquels, en fait, on va écrire.
On va écrire sur le plateau. Oui, tout à fait. Les elfes, les gnomes, les nagas. Là, vous voyez les illustrations. Je décris un peu pour ceux qui écoutent juste l'émission. On a des grandes fiches avec des illustrations, un petit texte ambiance. Et derrière ces fiches, je les retourne. Qu'est-ce qu'on voit ? Le plateau de jeu. Le plateau de jeu directement, celui sur lequel nous allons écrire. Donc il y a des feutres dans la boîte. Feutres à l'intérieur. On va écrire directement là-dessus. Donc vous voyez que vous avez... c'est les mêmes à chaque fois. C'est la même carte. La carte est identique. Par contre, chaque faction a ses propres, mécaniques uniques et vraiment très différentes des unes des autres. On est vraiment sur un peu sur un thème qui est un peu rassurant, je trouve. Medieval Fantasy, c'est hyper connu, hyper classique, mais avec ce format très original pour tout ce qui va être wargame. Le principe du jeu, en fait, ça va être... on va jouer 16 manches. Le but du jeu, ça va être d'essayer de marquer un maximum de points de victoire en développant la technologie, en fait, notre civilisation, les bâtiments qui vont nous apporter des nouvelles unités, des façons de se déplacer, etc. En récupérant des artefacts qu'on peut trouver à différents endroits sur la carte, en allant combattre des monstres, en allant combattre d'autres joueurs, en allant conquérir des forteresses et... dernière chose, en accumulant des ressources, globalement. C'est comme ça qu'on marque des points dans le jeu. Et concrètement, à chaque manche, en fait, on va avoir un joueur que j'appelle un joueur principal, parce qu'en fait, c'est un jeu qui joue en simultané, mais c'est à lui qui va décider pour la manche en cours quelles sont les actions qui vont être réalisées par tous les joueurs et dans quel ordre. Dans le jeu, on a 5 actions différentes. Et par exemple, si je suis le premier joueur, je vais dire, ok, cette manche-ci, on va tous faire... d'abord, on va récupérer du métal, ensuite des pièces, ensuite on va construire, ensuite on va se déplacer. Et en fait, plus on va faire une action tard dans le tour, plus elle va être puissante. C'est malin comme tout, en fait, le fait d'être sur ça. On n'est pas très loin du jeu de rôle sur certains aspects, parce qu'on retrouve quand même tout l'univers et puis les caractéristiques qui vont nous permettre de se projeter aussi sur le plateau, mais par contre on se raconte pas d'histoire. Est-ce qu'on improvise? Il y a une histoire dans le jeu, un lore qui est proposé. Alors c'est à base de les différentes factions vivent en fait dans des dimensions isolées, etc. Un jour en fait les dimensions se regroupent et s'affrontent, et c'est comme ça que tu viens t'affronter avec les autres joueurs. Mais après c'est les joueurs qui écrivent en fait, jeu de mots, leur histoire. D'accord. Et en fait chaque joueur a en fait toute cette partie-là qui est individuelle quelque part, les monstres, les technologies, etc. Mais l'interaction va beaucoup se faire sur le plateau central, où lorsqu'un joueur se déplace dessus, en fait, les autres joueurs se déplacent aussi. C'est en fait la map, elle est commune. Oui, bien sûr, c'est le même lieu. Et donc si les joueurs viennent à se rencontrer, ça peut amener à des affrontements. On va essayer de se battre pour récupérer les objectifs qu'il y a sur la carte, parce que lorsqu'un joueur les prend, ils sont plus disponibles pour les autres joueurs. Donc il y a un petit peu de notion de opportunisme course quelque part. Mais en même temps, il faut réussir à développer notre civilisation et profiter des avantages de chaque civilisation pour gagner. Par exemple, je peux donner des exemples un peu de... Tu peux donner des exemples. Ça dure combien de temps une partie? Ça va durer entre 1h30, 2h. Ah oui, quand même. Donc on est vraiment sur le jeu expert. On peut jouer en voiture. J'y ai joué dans les bouchons lorsque je suis parti en vacances. D'accord. Mais c'était une très bonne partie, du coup j'ai gagné d'ailleurs. Par exemple, on a les humains qui est une faction assez accessible, qui va beaucoup se concentrer sur le fait d'aller récupérer des forteresses et des monstres. On a les orques qui ont une ressource, que les autres factions n'ont pas, qui s'appelle la rage, et qui permettent en fait pour eux de transformer leurs petites unités pas forcément très puissantes en unités méga balèzes très rapidement dans la partie. Oui, ils sont agressifs les orques. Oui, j'en connais quelques-uns dans le monde du jeu. Les elfes qui, eux, vont beaucoup aimer le bois et aller récupérer les artefacts, puisqu'ils ont des moyens de les récupérer que les autres factions n'ont pas. Les gnomes, ils ont forcément une piste de technologie qui leur permet d'améliorer leurs unités et de construire gratuitement en fait leurs bâtiments. Les nagas qui ont une hydre qui se déplace indépendamment d'eux sur la carte et qui va... on avait tout essayé, là tu es en train de... je donne envie. Tu donnes envie, c'est le principe de cette émission. Et enfin, les morts-vivants qui, lorsqu'ils combattent, récupèrent une partie de leur armée et en plus diffusent sur la carte une espèce de malédiction qui viennent embêter les autres joueurs. Pas mal de contenu à l'intérieur de ce jeu. Je regarde aussi ce qui est indiqué sur la boîte pour vous répondre, parce qu'on nous demande est-ce que ça se joue tout seul. Je vois pas de mode solo. Non, il n'y a pas de mode solo. Mais par contre, on peut y jouer en voiture, et là, c'est vrai que ça nous interpelle, le fait de voir. Mais c'est pas idiot, parce que ce genre de jeu, tu sais, souvent les jeux de type write, là, c'est pas un rôle, mais dans lesquels on écrit de manière générale, ont
cette particularité de ne pas avoir de matériel. Il serait adaptable en réalité. C'est possible d'avoir une carte centrale, d'avoir des petits meeples, d'avoir des personnages qui se déplacent, d'avoir des ressources que l'on récupère et qu'on amasse. Ces genres de jeux, on pourrait avoir une version, et parfois d'ailleurs les éditeurs, avant de passer au roll and write ou au write tout simplement, ont fait leur version avec le matériel avant de se dire bah si je pourrais le faire sur une fiche. Nous ce qu'on a beaucoup aimé c'est vraiment ce format qui est quand même hyper portable, qui est pas cher, très original, et aussi mine de rien c'est pas difficile à expliquer, c'est hyper profond, c'est assez long mais pas difficile à expliquer, et il n'y a pas de mise en place aussi, c'est un truc qui nous a bien plu mine de rien pour un jeu expert, c'est-à-dire qu'en début de partie on raye quelques régions qu'on n'utilise pas pendant le jeu mais c'est tout. J'ai des notifications, pardon, pour ceux qui les ont entendus, c'est pas très poli de ma part, mais faut que je regarde. J'ai mon iPad qui fait des bruits, je sais pas enlever. Faut que je le mette en mode silence, ça doit pas être bien compliqué. Toutes mes excuses pour ça. Voilà, j'ai l'impression que les gens sont assez hypés sur le chat, puis j'ai eu pas mal de commentaires de personnes qui ont envie d'y aller. Moi j'ai envie d'y aller, j'ai envie de le découvrir. Ah, des soirées jeux en perspective, il faut qu'on en organise davantage au chalet pour découvrir tous ces jeux-là. Très très envie de découvrir ces deux. On a joué 3 hier déjà en vidéo, je devrais pas me plaindre, mais là il y en a 2 autres que j'aimerais bien jouer. Le titre du jeu complet c'est Heroes Right and Conquer, effectivement. Ça sortira, on a donné la date Fige 2026. Waouh. Sur l'année prochaine, vous savez combien de jeux au total seront distribués par Tribuo? Vous avez une idée? On a pour l'instant 4 localisations de prévues, peut-être une 5e, et côté Blue Orange ils sortent une dizaine de jeux, une 10-12 de jeux par an. Donc on va être sur l'année entière, on va être à entre 17 petite vingtaine, un peu moins de 20 jeux. Voilà pour les jeux qui seront distribués. Bien évidemment, il y a tout le catalogue qui comporte combien de jeux? Est-ce que vous avez une idée? Quasiment 170 par là, 170 jeux, Donc les nouveautés, c'est aussi l'occasion pour les boutiques, au moment où elles commandent ces nouveautés qu'elles veulent avoir en boutique, et là où vous les avez découvertes, il y en a pas mal, vous êtes très hypés, je le lis sur le chat, Matoufef qui nous dit, je suis très très hypé, mais il travaille chez Blue Orange, hein, Matoufef, c'est ça? Il est très hypé par les jeux Blue Orange. C'est un imposteur. Donc oui, forcément. Et c'est le moment aussi de reprendre du King Lumino, du De Pomme 3 Pains, du Taco 4 et tous les jeux qu'on a envie d'avoir dans le catalogue, dont on a besoin dans ces rayons, parce que c'est des jeux qui sont faciles aussi à présenter à un type de joueurs, notamment ceux qui rentrent pour la première fois dans une boutique et qui cherchent. Il y a des classiques, hein, des jeux qu'on sort très régulièrement. On vous a présenté 6 jeux dans cette émission. Depuis la rentrée, on ouvre un petit peu sur d'autres domaines culturels. On va terminer avec cette minute culturelle. J'ai pas encore de générique. Il faudrait que je trouve un générique ultra court pour cette minute. Un jingle je sais pas comment, parce que les jingles ça casse un peu parfois. Hein, donc quelque chose de très court. On nous a présenté plein de choses depuis le début de l'année. On a vu des séries. On vous a parlé de séries. On vous a parlé de livres. On vous a parlé de films. De quoi allez-vous nous parler plus exactement? Annabelle, je te propose de commencer. Moi, je vais vous parler d'un livre. J'ai profité de mes 3 semaines de vacances pour prendre des livres. On en parlait hier, on a de moins en moins le temps de lire, on prend de moins en moins le temps de lire. Et moi, j'ai terminé une biographie de quelqu'un que j'admire énormément, qui nous a quittés en novembre 2024, et c'est Quincy Jones. Oui, c'est pas très vieux, effectivement. Je me rappelle de la disparition de Quincy Jones, qui est à la fois un musicien, mais aussi très connu comme producteur. Tout à fait. Un grand chef d'orchestre, un grand musicien, probablement l'un des plus grands musiciens du XXe siècle, hein, je le dis. Un visionnaire qui est un producteur, arrangeur, qui a produit l'un des albums les plus diffusés, Thriller et Bad aussi de Michael Jackson. Et une des mémoires qu'il a coécrites, je crois, en 2001. Et le livre est ressorti il y a quelques années. Et on me l'avait offert parce que je suis une fan et de Quincy et de biographie. Oui. Et j'ai profité de ces vacances pour le lire et c'était vraiment un plaisir. Il y a sa vie, parce qu'il vient d'une famille très pauvre. Une vie très mouvementée, très riche, avec pas mal. Très riche, avec de belles rencontres. Il a travaillé en France. C'était un grand ami d'Eddie Barclay, enfin bref. Et c'était aussi le beau-père de Tupac Shakur, qui sortait avec une de ses filles. Et c'est le père de Rashida Jones, qui est une comédienne qu'on peut voir dans The Office notamment, et que j'aime également énormément. Voilà, donc je voulais rendre hommage à Quincy
Mais ça me tente effectivement parce que je connais pas très bien sa vie. Moi, je me souviens évidemment, on en a pas mal parlé et puis on le connaît presque plus comme producteur, même s'il a quelques musiques très entraînantes qu'il a créées lui-même. Dans quel style un peu, c'est un peu funk, un peu... Comment la musique du film L'espion, c'est une bossa nova. Oui, ça bouge un peu. Hein. Voilà. Plein de musiques qu'on connaît, mais dont on ne sait pas qui en est à l'origine. Et il a travaillé au début de sa carrière avec les plus grands jazzmen. Il a beaucoup collaboré avec Frank Sinatra. Et voilà, en fait, sa carrière, il est mort à 93 ans, je crois. Donc voilà, une grande personnalité. Une belle personne, je pense. Et ça, je ne la connais pas, moi, sa personnalité spécifiquement. Mais je serais curieux d'en savoir davantage. Une très belle carrière. C'est le conseil d'Annabelle ce matin, un livre. Si vous avez encore un petit peu de temps en septembre, ouvrez-vous le temps de lire. C'est un beau cadeau qu'on se fait parfois quand on prend... Acheter un livre, c'est aussi s'acheter du temps de repos mental. Le fait de se dire, ok, je vais me poser dans mon canapé, je vais lire un petit peu. Ce temps-là, j'en ai besoin aussi pour m'aérer le cerveau. Évidemment, je fais partie de ceux qui vous poussent aussi à découvrir d'autres choses. On a besoin de loisirs de manière générale. Oui, BO de Austin Powers. Oui, Austin Powers, nous dit Calou, qui s'y connaît aussi sous le bossa nova. Oui. Un peu de funk aussi, il me semble. Oui. Il y a pas mal de choses dans la discographie de Quincy Jones. Toi, tu pars dans un autre domaine, Emilien, tu vas nous parler des jeux vidéo. Oui, et alors, j'ai réfléchi à un jeu vidéo récent, marquant. Je peux pas passer à côté de Clair Obscur, que j'ai fini il n'y a pas si longtemps. Expédition 33 Clair Obscur. Qui est un jeu qui est vraiment vraiment bien. Alors vraiment. Moi j'en ai entendu parler un petit peu, forcément j'ai moins de temps, autant sur le livre je m'autorise un petit peu de temps, sur le jeu vidéo des fois c'est mon défaut, j'ai envie de les faire, j'ai envie de tout faire, moi c'est un gros problème dans la vie. Parfois je les achète, je les stocke et j'y joue jamais. Mais derrière le fait de l'acheter je me dis allez je vais avoir le droit et j'y arrive pas. Mais celui-ci on en a beaucoup parlé et en vrai je sais pas trop de ce dont il s'agit, donc je t'écoute avec attention. Il a énormément buzzé. Clair Obscur, c'est un studio français. Oui. On est sur un jeu qui va être un peu dans la vibe un peu Final Fantasy à l'ancienne, tour par tour, etc. Avec une DA absolument magnifique qui s'inspire un peu de Paris, de la France, et une bande son à tomber par terre, honnêtement. On est sur un jeu au tour par tour où en fait on va essayer de faire comboter nos personnages, d'utiliser leurs capacités pour pouvoir battre les différents ennemis, avancer dans l'histoire. L'originalité qu'apporte le jeu, c'est le fait que c'est du tour par tour, mais tu es tout le temps actif, même pendant le tour des adversaires, puisque pendant le tour des adversaires, tu vas avoir la possibilité d'esquiver ou de contrer leurs attaques pour pouvoir en fait leur faire des contre-attaques et déclencher des pouvoirs surpuissants. On rajoute à ça une histoire qui est franchement émouvante et bien écrite, un jeu qui s'étire pas trop en longueur, c'est-à-dire qu'il a une histoire principale, il va pas chercher à la tirer trop en longueur pour la tirer en longueur, et du contenu après la fin du jeu qui est aussi très challengeant, et on arrive sur un jeu qui est vraiment bon. Moi j'étais très nul honnêtement, j'ai joué en facile parce que j'arrivais pas à parer, j'arrivais pas à trouver le timing. Moi je suis complètement nul dans les jeux, tu crois que je peux le faire? Parce que c'est une question que je pose parfois, j'ai envie de découvrir les univers mais j'ai pas envie de rater, ça me plaît pas de rater. Le jeu en fait te permet d'avoir t'offre la latitude en fait, si tu veux parer ou esquiver c'est plus facile d'esquiver typiquement, et en plus t'as la difficulté, il y a pas de... C'est un jeu solo, tu vois, juste le but c'est de kiffer et de profiter. C'est ce que j'aime bien moi. C'est celui-là qui a un menu en étoile qui s'affiche autour des personnages. Un peu à la Persona. J'ai trouvé ça pas très élégant, moi, mais je suis pas rentré dedans, j'ai juste vu les images. Un peu à la Persona, qui avait ce système-là aussi, où autour de ton personnage, ça donnait un côté un petit peu dynamique, en mode l'action ne s'arrête jamais, t'as pas de menu invasif. Quand je dis je trouve pas ça très élégant, c'est très énervant quand quelqu'un qui n'a pas joué à un jeu vous donne son avis de manière superficielle. J'en ai conscience, sachez-le. C'est simplement une impression que j'avais comme ça, en me disant « Oh, j'aime pas trop ça », et ce qui n'a aucune valeur. Évidemment, ton avis a beaucoup plus de pertinence là-dessus. C'est mon fils qui m'a dit « Je veux y jouer, est-ce que c'est pas disponible sur les plateformes ?» Il y a des plateformes où on peut avoir accès au jeu. Oui. C'est son projet, je crois, dans les jours qui viennent, de se lancer là-dessus. C'est un très bon jeu à faire, honnêtement. Voici pour les conseils. On ouvre un petit peu à la fin des émissions et je vois que Expédition 33, il y en a pas mal qui connaissent sur le chat parce que vous êtes nombreux à nous dire que c'est très chouette.
Ouais, avec des bons plot twists en termes d'histoire, ça... Ouais, c'est prenant. Avec des débats même, parce que Ouais. Turbo Dark Knight nous dit avec un système de Perry, je sais pas ce que c'est, un peu agaçant. C'est les contres. D'accord. Au contraire, c'est du génie, nous dit Dryad. Donc vous n'êtes pas d'accord là-dessus, c'est très bien. C'est très bien de pouvoir en discuter. Merci beaucoup à vous deux pour ces présentations de jeux. On vous a présenté plein de trucs, on le rappelle. Vous aurez l'occasion de voir les vidéos arriver sur la chaîne, les 3 vidéos qu'on a tournées cette fois-ci. Et puis on a hâte d'être à Cannes pour découvrir les 3 jeux qui vont arriver juste derrière. Moi j'ai hâte de pouvoir y jouer également. J'ai l'impression qu'ils sont pas mal plu. Ouais, oui. On a attiré l'attention, c'est le but de cette émission aussi, parce que vous ne saviez pas forcément quel était le thème de l'émission, de quel jeu nous allions vous parler, et vous avez eu toutes ces présentations pendant ce matin. On adore faire ça pour ça aussi. C'est une émission d'information, la matinale. C'est une émission qui n'est pas financée par les éditeurs. J'insiste beaucoup dessus, parce que ça veut dire aussi quelque chose. Vous ne regardez pas de la pub, on vous présente vraiment les jeux avec notre envie, avec notre liberté également, de dire ce que l'on veut. Demain, dans cette émission, on sera avec Johan Levé, on va vous parler d'un auteur absolument fabuleux, l'auteur préféré de Johan, et moi aussi je suis très, très impressionné par sa capacité à faire à chaque fois des jeux complètement différents. Vlada Chvátil, le programme de l'émission de demain. On vous donne rendez-vous, pas la peine de vous documenter, on vous fera découvrir cet auteur-là. Merci beaucoup à vous deux. Merci Martin. Et à demain. Merci à tout le monde. À tout le monde, Merci à évidemment, tous tous dans ceux le qui sont chat. présents. Et à demain pour une future édition. À bientôt.